Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Le 11 mai dernier, la mort de Shireen Abu Akleh, journaliste palestino-américaine assassinée d'une balle à la tête à Jenin, en Cisjordanie occupée, a suscité une très vive émotion. Car sa voix et son visage étaient connus de la plupart des Palestiniens et des arabophones et anglophones de par le monde, puisque la journaliste travaillait pour les deux fameuses télévisions qatari Al Jazeera et Al Jazeera English. 2 jours plus tard, le vendredi 13 mai, il était 15h30 environ, quand les cloches de toutes les églises de Jérusalem ont retenti en hommage à Shireen. Le début de la procession a donné lieu 1 heure plus tôt à des scènes extrêmement choquantes. Plusieurs dizaines de membres des forces de sécurité israéliennes sont intervenus pour disperser les personnes entourant le cercueil de Shireen Abu Akleh à la sortie de l'hôpital Saint-Joseph à Jérusalem-Est. Sous la violence de l'assaut, son cercueil a même failli tomber par terre, suscitant la colère et la stupéfaction du monde libre. Les circonstances de sa mort, en plein reportage sur une opération militaire israélienne dans le camp de Jenin en Cisjordanie occupée, soulèvent encore beaucoup de questions. Après autopsie du corps de la journaliste, expertise et audition des témoins, il a été conclu que Shireen a été tuée d'une balle de 5,56 mm à la tête et que la seule source des tirs provenait des forces d'occupation dans le but de tuer, avait déclaré le procureur général palestinien Akram Al-Khatib. C'est aussi la conclusion de la chaîne américaine CNN au terme d'une enquête publiée le 24 mai dernier. Passé le choc et l'indignation des premiers jours, aucune enquête internationale n'a été ouverte. Les États-Unis se sont contentés de rappeler aux Israéliens l'importance de mener une investigation. Qu'en est-il de la position de l'Union européenne? Y a-t-il du nouveau dans cette affaire de la part des autorités palestiniennes? Quel rôle peut jouer la Cour pénale internationale pour faire justice à Shireen? Ces questions et bien d'autres, je les poserai à Adel Atiyeh, ambassadeur de Palestine auprès de l'Union européenne, Salima Yanbou, eurodéputé et membre de la délégation pour les relations avec la Palestine, Marc Botenga, lui aussi eurodéputé et membre de la Commission des Affaires étrangères, et enfin Eric David, professeur émérite de droit international de l'Université libre de Bruxelles. Eric David, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et je rappelle que vous êtes professeur en droit international, professeur émérite de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Salima Yanbou, vous êtes députée européenne du groupe Renew Europe. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Adel Atiyeh, vous êtes le chef de mission adjoint de l'autorité palestinienne ici à Bruxelles. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Et enfin, the last but not the least, vous êtes Marc Botenga, député européen aussi du groupe de la Gauche Unie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Je vous donnerai dans un premier temps la parole à chacun pour me dire votre position d'abord par rapport à l'assassinat de Shireen Abu Akleh par les forces, par les soldats israéliens, mais aussi votre ressenti par rapport au jour de la procession de la dépouille de la journaliste. Eric David. Vous m'avez demandé si l'on pouvait qualifier ce fait de crime contre l'humanité. Alors je pense que c'est quelque chose qui peut se défendre juridiquement. Pourquoi? Parce que le crime contre l'humanité, la définition du crime contre l'humanité telle qu'on la trouve à l'article 7 du statut de la Cour pénale internationale, ce sont en fait un ensemble de violations graves
des droits humains qui sont commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Il y a donc plusieurs éléments. Il y a un élément matériel, violation grave. Bon, ici, il y a un meurtre pur et simple, donc c'est clairement une violation grave. Un élément contextuel. Il faut une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. Et par attaque, on n'entend pas une offensive de type militaire. Ce n'est pas du tout cela. En fait, c'est une accumulation de violations des droits humains les plus élémentaires qui sert à définir l'attaque. C'est ce que l'on trouve dans les éléments des crimes qui sont annexés au statut de la Cour pénale internationale. Et donc ici, dès lors que Israël commet à l'encontre de la population palestinienne un ensemble de faits qui peuvent être qualifiés de violations graves des droits humains, qu'il s'agisse d'expulsion, d'arrestation, d'enlèvement ou de maintien en détention administrative pendant des périodes indéfinies, bien là nous sommes en présence du critère contextuel d'attaque généralisée ou systématique, et donc la notion de crime contre l'humanité pourrait se défendre. Je dis pourrait parce que malgré tout, la jurisprudence est un petit peu hésitante et elle demande que dans l'auteur du fait proprement dit, le fait s'inscrive dans un ensemble de faits, pas un acte isolé. Mais, je répète, la jurisprudence est hésitante. Il y a des jugements qui, au contraire, estiment que dès lors que le contexte est rempli, ça suffit pour dire que c'est un crime contre l'humanité. Maintenant, on peut aussi dire que c'est un crime de guerre, tout simplement. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans une situation de conflit armé entre d'une part Israël et d'autre part la Palestine, que le fait en cause, c'est l'homicide commis volontairement et intentionnellement, apparemment, contre une personne civile, une journaliste. Par conséquent, nous sommes bel et bien là, même si on ne retient pas la qualification de crime contre l'humanité, on peut certainement retenir celle de crime de guerre. Voilà en ce qui concerne la qualification du fait. Salima Yenbou, votre ressenti, votre position? Alors, mon ressenti, dans un premier temps, c'est forcément de la tristesse et de l'indignation. Tout meurtre engendre forcément de la tristesse, et qui plus est pour une journaliste, puisqu'on a bafoué le droit international. Et ça, c'est plutôt de l'indignation. Ensuite, scandalisée par ce qui s'est passé pendant les obsèques. Elle n'a pas le droit à des obsèques dignes. Et ça, c'est un réel scandale. Et puis, je pense qu'il y a un grand manque de transparence d'Israël depuis toujours. Aujourd'hui, malheureusement, grâce à ce meurtre, parce que l'ONU l'a qualifié de meurtre, on voit un peu bouger par-ci, par-là. Je pense que ce n'est pas suffisant, mais une vraie volonté de demander de la transparence pour résoudre cette énigme qui n'en est pas pour la grande majorité, mais qu'il va falloir quand même démontrer qui a tiré cette balle. Monsieur Atiyeh? Alors, donc, pour nous, pour un Palestinien, c'était vraiment le choc d'avoir assassiné une journaliste autant aimée, autant présente au sein de la société palestinienne, qui a lutté toute sa vie pour porter la voix du peuple palestinien au sein des pays arabes et à l'étranger. C'est le choc devant l'audace de la puissance occupante à viser systématiquement des journalistes, à avoir assassiné Shireen Abu Akleh par un sniper qui a visé une personne bien identifiée en tant que journaliste. C'est aussi l'indignation devant la réaction, je dirais, que je qualifie d'une réaction molle de la communauté internationale à l'égard de cet assassinat qui donne à Israël plus de sentiments d'impunité à l'égard du droit international tel qu'il a été décrit et qualifié par le professeur David. C'est en même temps la consternation devant ces extrémistes israéliens juifs à la porte de Damas qui célébraient carrément l'assassinat de Shireen Abu Akleh et qui fêtaient son assassinat comme une victoire de l'armée israélienne. Donc tous ces sentiments vécus par le peuple palestinien sont des sentiments réels et j'espère que ce sera la dernière, parce que ça n'a pas été le cas. Ce n'était pas le dernier assassinat. Une semaine après l'assassinat de Shireen Abu Akleh, nous avons aussi perdu une autre journaliste de la radio palestinienne qui était tuée pratiquement dans les mêmes circonstances que Shireen Abu Akleh. Marc Bodinga, votre réaction aussi?
Oui, d'abord le choc, évidemment, je pense. C'est la première chose quand même quand on voit ça. Aussi face à effectivement une journaliste qui, dans le monde arabe et en Palestine en particulier, mais était quelqu'un de connu, de respecté, qui avait aussi d'ailleurs la double nationalité. Et donc il s'agit ici vraiment d'un cas emblématique. Parce que, comme on dit, ici c'est quelque chose de très visible, mais c'est en fait une expression, un moment où des pratiques de quasi tous les jours deviennent visibles. Et donc on a cette rage, cette colère par rapport à l'impunité, par rapport à cette mort inutile. Et donc ça c'est, je pense, la première réaction qui est naturelle. Évidemment, après de l'indignation totale quand on ne respecte même pas les obsèques d'une personne. Je trouve que ces images-là ont fait beaucoup le tour du monde et à juste titre, parce que ça montre aussi que même pour les morts, il n'y a pas le respect de base. Et, voilà. Et finalement, je partage le problème et la colère face à la réaction de la communauté internationale, la soi-disant communauté internationale, et notamment l'Union européenne, qui, si ceci s'était passé dans un autre pays et avec un autre coupable, aurait réagi de manière beaucoup plus forte qu'aujourd'hui où il y a eu... voilà. Alors justement, rappelez-nous la position officielle de l'Union européenne, M. Botenga. L'Union européenne a fait, de par le service d'action extérieure, donc c'est déjà un choix de ne pas avoir, par exemple, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, de prendre une position forte. Donc on décide déjà qui est-ce qu'on fait communiquer, a effectivement condamné l'assassinat, mais appelé plutôt à une enquête transparente, etc. Bon, on ne peut pas être contre une enquête transparente, etc. Mais on sait très bien ici, d'ailleurs, même les médias américains ont été très clairs sur le fait que l'histoire qu'Israël, au début, a essayé de raconter qu'en sèmant le doute, peut-être c'était les Palestiniens qui, etc., s'est écroulée complètement. Et donc la position de l'Union européenne est surtout celle de ne pas réagir avec des sanctions fortes. Et je trouve que la meilleure façon de vraiment voir la réaction européenne, c'est de la comparer avec ce que l'Union européenne est capable de faire dans d'autres cas. Vous voyez, quand il y a des journalistes, et heureusement, quand il y a des journalistes qui sont tués dans d'autres pays, il y a des réactions fortes, il y a des résolutions au Parlement, il y a parfois des sanctions, etc. Et à juste titre, parce qu'il faut protéger. Et ici, finalement, l'action réelle, la pratique, les politiques, zéro. En fait, on laisse passer. Et de cette manière-là, on envoie un message d'impunité à Israël. Et ça, c'est affreux et inacceptable. Mmh. Professeur David, Marc vient d'évoquer la position des Américains. Les Américains ont condamné fermement cet assassinat, mais ils n'ont pas été au-delà. Marc Botenga a rappelé aussi que Chérine Abou Akleh était palestinienne, mais elle était aussi américaine à part entière. Pourquoi la Maison-Blanche ne réagit pas officiellement? Il s'agit là d'un meurtre de l'une des citoyennes américaines. Ou alors, en Amérique, il y a citoyen et citoyen? Oui, alors là, je ne suis pas dans les petits papiers de l'administration américaine. Effectivement, c'est vrai que ce serait certainement l'occasion pour les États-Unis de prendre fait et cause pour leurs ressortissants. Je ne sais pas très bien pourquoi ils ne l'ont pas fait. J'ignorais d'ailleurs qu'elle avait la double nationalité. De ce point de vue, vous me l'apprenez. Mais enfin, c'est vrai que les États-Unis seraient parfaitement fondés à demander réparation de ce meurtre auprès des autorités israéliennes. Ma prochaine question est pour vous aussi. L'Union européenne et l'ONU ont réclamé une enquête internationale. Mais qui est habilité à ordonner cette enquête? Alors, en l'occurrence, il est évident qu'on peut se demander si l'affaire ne pourrait pas être soumise à la Cour pénale internationale. Alors, ça, il est clair que dès lors que nous sommes en présence d'un fait infractionnel qui relève de la compétence matérielle de la Cour est certainement compétente. J'ai parlé tout à l'heure de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre, voire les deux, si on considère qu'il y a concours idéal d'infraction, comme disent les juristes. Mais ça, il est clair que matériellement, ça rentre dans les compétences de la Cour. Encore faut-il que la personne soit, que l'auteur présumé de l'infraction, l'auteur présumé du crime, soit un national d'un État parti au statut de la Cour. Ce qui n'est pas le cas pour Israël, qui ne reconnaît pas la CPI. Soit que le fait ait été commis sur le territoire d'un État parti au statut de la Cour. Or, la Palestine,
comme vous le savez, est partie au statut de la Cour pénale internationale depuis 2015, et par conséquent, le critère géographique est parfaitement rempli pour que la Cour puisse exercer sa compétence. Alors maintenant, il ne reste plus qu'au procureur, évidemment, à se demander si, effectivement, ce meurtre isolé justifie une intervention de la Cour, ce qui n'est pas si évident que cela, parce que ce n'est pas quelque chose de massif, même si ça peut s'intégrer quand même dans un ensemble d'exactions commises au détriment de la population palestinienne. Et de toute façon, si il décide qu'il y a matière à enquête, il devra demander alors l'autorisation de la chambre préliminaire de la Cour pénale, conformément à l'article 15 du statut, pour déterminer, pour que la Cour lui donne son feu vert pour ouvrir une enquête à ce sujet. Ça, on voit évidemment ici à quel point, lorsque les États ont adopté le statut de la Cour pénale internationale, ils ont voulu ménager le plus possible la susceptibilité des États. Salima Yambou, vous avez souhaité réagir? Oui, par rapport à la CPI, effectivement, même si elle était saisie, on sait qu'elle a été saisie pour faire des enquêtes en Palestine déjà. Et l'ancienne procureure Fatou Bensouda, qui était venue ici au Parlement témoigner, des pressions, voire jusqu'à des menaces qu'elle a reçues à titre personnel contre une enquête qui avait été demandée justement en Palestine, mais aussi en Afghanistan par rapport à ce que les États-Unis faisaient là-bas. Et ça a été refusé autant par les États-Unis, qui pourtant reconnaissent la CPI, que par Israël. Donc finalement, je ne sais pas si ça va aboutir, même si il suffit qu'ils refusent et on ne peut rien faire, ce qui est incroyable. Donc en fait, il y a des pays, parce qu'ils ne reconnaissent pas une institution internationale, peuvent refuser toute enquête et laisser personne entrer. Et on en parlera tout à l'heure. Ça a été la même chose pour le Parlement européen. Oui, mais, professeur. Ce que je veux préciser quand même, c'est que si le procureur décide d'ouvrir une enquête, et je le crois assez solide à cet égard, politiquement parlant, pour ne pas avoir peur de le faire. Il semble que ces derniers temps, d'ailleurs, il a pris des positions que je trouve d'ailleurs courageuses de sa part. Vous êtes en train de parler, professeur David, du procureur général de la CPI, absolument. M. Khan, exactement, en l'occurrence. Exactement. Et donc, je ne serais pas surpris qu'effectivement, il décide d'aller plus loin, si tant est qu'il se sent peut-être un petit peu aussi poussé dans le dos politiquement par la Palestine notamment. Alors justement, Monsieur Attia, le ministre des Affaires étrangères palestinien a remis un dossier à Monsieur Khan, le procureur général de la CPI. Est-ce que vous avez du nouveau ? Parfaitement. Donc, nous avons mené notre propre enquête. Le gouvernement palestinien a ordonné une enquête qui est une enquête professionnelle, qui est une enquête transparente. Les conclusions de cette enquête sont très claires, que Shireen Abu Akleh a été assassinée par un tir de sniper israélien qui utilisait des jumelles pour bien viser la victime. La victime était habillée d'un gilet pare-balles, était habillée d'un casque, elle était très bien identifiée en tant que journaliste. Donc la thèse d'accident est tout à fait écartée et les enquêteurs palestiniens ont trouvé que la balle qui a été tirée, qui a tué Shireen Abu Akleh juste en dessous de casque derrière l'oreille, est une balle tirée par une arme, par un fusil israélien. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute. Une balle de 5,56 mm tirée d'un fusil américain utilisé par l'armée israélienne. Et notre ministre des Affaires étrangères a été lundi passé à La Haye. Elle a communiqué les résultats de l'enquête palestinienne et a demandé au procureur général d'ouvrir une enquête internationale et pour punir et rendre responsable l'armée israélienne et la personne qui a tiré sur Shireen Abu Akleh. Maintenant, j'aimerais bien faire un détour sur la position américaine. C'est une citoyenne américaine que les États-Unis d'Amérique peuvent ordonner une enquête. Quand les États-Unis demandent une enquête internationale, moi je m'interroge à qui est-ce qu'ils demandent une enquête internationale et indépendante? À quelle institution? Les États-Unis d'Amérique ont la possibilité d'obtenir une résolution du Conseil de sécurité pour ouvrir une enquête, établir une commission d'enquête internationale. L'Union européenne a la possibilité aussi de
exiger du tribunal pénal international d'enquêter immédiatement de l'affaire, et même le Parlement européen peut adopter une résolution pour établir une commission d'enquête internationale. Donc toutes les parties appellent à une enquête internationale. Moi, je ne vois pas à ce que les États-Unis demandent, exigent une enquête internationale et que l'Union européenne exige une enquête internationale. L'autorité palestinienne, qui est une autorité d'État, a mené sa propre enquête, a établi les faits. Sans doute que Shireen Abu Akleh a été assassinée par un sniper israélien. Donc là-dessus que tout le monde demande d'enquête internationale, moi je veux bien avoir des actions. Moi je veux bien avoir les États-Unis et l'Union européenne à qui demande-t-on une enquête internationale. Et à cet égard, j'aimerais bien dire que l'année passée, après la dernière attaque de l'armée israélienne contre Gaza le mois d'avril de l'année passée, il y a une commission d'enquête internationale. Il y a une commission d'enquête chargée d'enquêter de manière permanente des crimes commis à l'égard du peuple palestinien. Et d'ailleurs, tous les crimes commis et les violations de droits de l'homme, que ce soit du côté israélien, que ce soit du côté palestinien. Il suffit que les pays de l'Union européenne se portent, appuient cette commission d'enquête pour faire pression sur Israël, pour lui permettre d'enquêter proprement sur le crime d'assassinat de Shireen Abu Akleh et d'autres crimes. Donc là, nous avons une institution internationale capable de mener cette enquête. Monsieur Botenga, un représentant de l'autorité palestinienne vient d'interpeller en direct ici l'Union européenne. Vous pensez qu'elle peut aller au-delà des paroles? Est-ce qu'elle peut aller aux actes? Mais elle peut aller au-delà des paroles, bien sûr. Ça vaut aussi pour les États membres de l'Union européenne. Donc il n'y aurait même pas besoin d'attendre l'Union européenne si on veut à se mettre d'accord tous ensemble. Chaque pays peut prendre des mesures. Donc ce n'est pas d'ailleurs nouveau, parce que maintenant, ce que je disais, le cas de Shireen Abu Akleh est particulièrement violent et figuré dans les médias, mais c'est quelque chose de fréquent, c'est quelque chose même de régulier. La Fédération internationale des journalistes, déjà en décembre, avait soumis un rapport aux Nations Unies en dénonçant le fait que de manière systématique, des journalistes étaient ciblés par les forces israéliennes. Je pense qu'il y a aussi 4 ONG ou associations qui ont soumis justement un dossier dans ce sens à la Cour pénale internationale. Et donc, nous savons ce qui se passe. Ce n'est pas ça la question. La question, c'est: est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, bien sûr. On pourrait prendre des sanctions. On pourrait, par exemple, au niveau de l'Union européenne, il faut quand même dire que nous sommes associés à Israël, c'est-à-dire qu'il y a un accord d'association qui lie Israël à l'Union européenne, ce qui fait que les liens, si on veut, économiques, mais aussi de coopération en matière de recherche, etc., entre Israël et l'Union européenne sont plus proches, plus étroites parfois qu'avec des pays candidats membres. Donc ça veut dire qu'on pourrait suspendre cet accord. Il y a une clause dans l'accord, un article dans l'accord qui permet cela. Donc est-ce qu'on peut faire des choses? Oui. Qu'est-ce qui manque? La volonté politique. Et pour ça, il faut vraiment faire la pression, les mobilisations pour pousser les gouvernements et aussi l'Union européenne à agir et ne plus permettre l'impunité. Ce n'est pas aussi le rôle du Parlement européen? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, ici, parlementaires européens? Absolument, c'est le rôle du Parlement en partie, c'est aussi le rôle des gouvernements, c'est aussi le rôle de la Commission, évidemment. Mais ce que nous pouvons faire, donc on a réussi finalement à imposer un débat en plénière sur ce thème, donc ça c'était positif. La résolution a été refusée, mais on veut au moins, on a pu discuter des choses, ça c'est un premier pas. Mais la vraie pression, si nous voulons faire changer d'avis les députés, parce qu'il y a plein de députés qui rentrent aussi dans l'histoire, disons, israélienne, etc. Si on veut faire changer, il faut une pression. Et là, je suis vraiment content de voir que le mouvement de solidarité avec la Palestine et les ONG, etc., jouent un rôle fondamental là-dedans pour articuler. Il y a maintenant une initiative citoyenne européenne, par exemple, qui demande d'arrêter le commerce avec les colonies illégales, parce que même ça, pour l'instant, au niveau européen, c'est pas fait. Donc, il y a maintenant une initiative citoyenne européenne qui demande à la Commission européenne, écoutez, arrêtez au moins cela. Voilà, mais cette pression-là, cette mobilisation par le mouvement de solidarité sera essentielle, et nous, on est tout à fait prêts à relayer ça au sein du Parlement européen pour faire basculer le Parlement européen aussi du bon côté. Très bien. Salima Yanbou, est-ce que vous discutez, est-ce que vous dialoguez avec le Parlement israélien, vous, en tant que groupe Renew Europe?
par Bien exemple. évidemment, comme tous les groupes, effectivement, on essaie de discuter avec tout le monde. Si on coupe les discussions, on ne peut plus rien faire avancer. Donc, il faut continuer. Après, pour ce qui est du Parlement, c'est vrai qu'on voit la difficulté qu'on a eue, malgré l'indignation affichée de tout le monde, de faire passer une résolution. On voit bien combien c'est compliqué. Plus de 25 ans sans résolution, hein, c'est juste incroyable. Il y a juste 2 pays comme ça qui échappent aux résolutions européennes. Mais en tout cas, moi, j'ai l'espoir, et je pense que, chers collègues, on travaille là-dessus aussi, pour que cette résolution elle ait lieu au moins en septembre. La prochaine, j'y crois pas, mais en septembre, qu'il y ait une véritable résolution sur l'apartheid qui se passe là-bas depuis 74 ans, et qu'on puisse enfin en parler pour changer un peu la vision, notamment des jeunes députés, parce qu'il y a beaucoup de jeunes députés qui sont arrivés, et pour rééquilibrer la vision des choses au sein du Parlement. On a interpellé aussi la présidente, Mme Metsola, qui était là-bas la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, la semaine dernière, et qui, d'après ses dires dans la dernière COP, a dit avoir évoqué ces problèmes, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Les évoquer et puis rentrer, et puis finalement faire sa visite comme si de rien n'était, continuer à montrer les universités sur des territoires occupés et justement entériner ces territoires parce que on fait un espèce de lobby dans ces universités pour dire regardez, c'est magnifique, c'est génial. Donc demain, pourquoi est-ce qu'il faudrait les détruire? C'est inadmissible. Donc il va falloir qu'elle prenne ses responsabilités en tant que présidente du Parlement, et on se charge de chacun de notre côté de mettre la pression. Professeur David, qu'est-ce qui fait que seul le procureur général de la CPI peut ou pas donner le là pour ouvrir une enquête? Il peut amorcer la situation, mais le dernier mot appartient à la Cour elle-même, à travers la chambre préliminaire, qui est une sorte, si vous voulez, mutatis mutandis, comme disent les juristes, une sorte de juridiction d'instruction, en quelque sorte, qui doit vérifier si effectivement elle estime que les intérêts de la justice exigent l'ouverture de cette enquête. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, dépend de l'opinion des membres de la chambre préliminaire, bien sûr. Monsieur Attier, pourquoi seules les autorités palestiniennes ont amorcé de manière officielle une enquête, et pourquoi l'autorité palestinienne a refusé de mener cette enquête conjointement avec les Israéliens? Alors, si tant est que, je ne sais pas si les Israéliens refusent, je pense. C'est de notre responsabilité d'identifier les faits, d'établir la vérité sur l'assassinat d'un de nos citoyens. L'opération a eu lieu dans les territoires occupés, les territoires palestiniens occupés. Et il sera très étrange d'associer le criminel qui a tiré au déroulement de l'enquête. Moi, je me demande pourquoi est-ce que la communauté internationale et l'Union européenne n'acceptent pas à 100% l'enquête palestinienne. Nous avons quand même des professionnels qui ont mené cette enquête, et c'est une enquête complète. Pourquoi faut-il associer le criminel à cette enquête alors que les faits sont tout à fait clairs? Et si vous me permettez, Madame Lefebvre, moi je voudrais revenir sur la position de l'Union européenne. Et je me suis exprimé au début de dire c'est l'indignation devant une situation, devant une réaction internationale qui est une réaction très faible. Moi je voudrais saluer le travail fait par Madame Yanbou et M. Petonga ici au Parlement pour ouvrir le débat. Mais aussi, pourquoi est-ce que chaque fois qu'Israël est concerné, et on doit traiter de 2 points de mesure les situations? Les situations sont extrêmement claires. La présidente du Parlement européen, Mme Metsola, a été à la Knesset israélienne 10 jours après l'assassinat de Shirin Abu Akleh. Il n'a même pas prononcé le nom de Shirin Abu Akleh ni dénoncé ce crime israélien. Elle n'a même pas parlé de l'occupation israélienne. C'est comme l'occupation israélienne ne dure pas depuis 57 ans. Elle n'a même pas parlé de prisonniers palestiniens. Je pense que ces prises de position faibles encouragent Israël à commettre davantage de crimes. Tant qu'Israël ne paye pas le prix
des crimes qu'il commet à l'égard du peuple palestinien tant que l'occupation n'a pas un prix sur le plan politique, économique et moral, Israël ne s'arrêtera pas et qu'il faut s'attendre à davantage de crimes contre le peuple palestinien. Le communiqué de l'Union européenne le jour de l'assassinat de Shireen Abu Akleh parlait de la mort de Shireen Abu Akleh. Dans le communiqué qui fait 2/3 d'une page, vous ne trouvez nulle part le mot Israël prononcé, ni Israël ni l'occupation. Pourquoi on n'appelle pas un chat un chat? Pourquoi est-ce que les choses sont très claires lorsqu'on parle de la Chine? Pourquoi les choses sont très claires lorsqu'on parle de l'Ukraine? Pourquoi les faits sont très clairs quand on parle d'autres pays? Et quand on parle d'Israël, il faut toujours laisser l'ambiguïté et laisser les choses dans le doute. Et c'est ça ce qui encourage Israël. C'est ça ce qui fait qu'Israël se sent totalement dans l'immunité à l'égard du droit international. Et c'est ça ce qui fait qu'Israël, aujourd'hui, elle est rassurée par la position de l'Union européenne et les pays membres de l'Union européenne qui ont voté. 3 pays membres de l'Union européenne ont voté l'année passée au Conseil des droits de l'homme contre la mise en œuvre de cette commission d'enquête pour enquêter dans les crimes commis par Israël dans les territoires occupés. Et ces mêmes pays membres de l'Union européenne qui ont refusé de reconnaître la compétence du tribunal pénal international dans la situation palestinienne. Donc c'est cette ambiguïté, c'est cette position de 2 poids, 2 mesures qui encourage Israël malheureusement à assassiner davantage de journalistes. Et par rapport aux journalistes, depuis 2000, Madame Lefebvre, 655 journalistes palestiniens assassinés par Israël, tués par Israël, que ce soit dans le bombardement à Gaza ou que ce soit dans le Cisjordanie. 55 journalistes et en aucun cas Israël n'a été interrogé là-dessus. Israël, comme Marc l'a mentionné, l'Union européenne est le premier partenaire de l'État d'Israël. Elle pourra quand même activer l'article 2 de l'accord d'association qui dit que les relations entre l'Union européenne et entre Israël sont basées sur le respect des droits de l'homme et sur le respect des principes démocratiques, alors que vous êtes d'accord avec moi qu'Israël fait tout aujourd'hui sauf respecter le droit international. Donc effectivement, Israël a un accord d'association au statut avancé avec l'Union européenne, mais vous êtes, vous le savez, ici même au Parlement européen, nous avons ce qu'on appelle le Parlement juif européen. C'est un Parlement virtuel, mais il y a des personnes. Est-ce qu'il est arrivé que vous ayez des discussions, un dialogue avec vos partenaires de ce Parlement juif européen virtuel qui a été créé il y a peut-être un peu plus d'une dizaine d'années. Je ne sais pas si l'un ou l'autre est au courant de cette information, très vérifiée par mes soins. Oui, oui, professeur. Oui, je crois que vous faites allusion au Jewish Parliament, c'est un simple groupe de personnes qui sont des amis d'Israël et qui veulent défendre à tout prix Israël, mais il n'a de parlement que le nom, évidemment. Il n'y a rien à voir avec une institution parlementaire officielle. C'est un parlement symbolique, on est d'accord. C'est un groupe de personnes, c'est comme si tout à l'heure, nous 5, ici, nous décidions de constituer un parlement. Ce serait un simple club, si vous voulez. Encore une question juridique, professeur David. Par rapport au droit international, si par bonheur, M. Khan accepte d'ouvrir une enquête, de demander l'ouverture d'une enquête, et que, en sachant qu'Israël n'est pas membre de la CPI, ne reconnaît pas la CPI, est-ce qu'ils peuvent convoquer des personnes israéliennes et non un État moral, une personnalité morale? Bien sûr, la Cour pénale, le procureur peut parfaitement essayer de récolter des preuves par toute voie de droit. Il n'y a pas de problème. Et bien sûr, il peut envoyer une convocation aux autorités israéliennes. Il n'est pas sûr que celles-ci y répondront. Mais en tout cas, sur le principe même de l'envoi d'une invitation à comparaître, c'est parfaitement possible. Mais ceci dit, bien entendu, nous ne sommes pas dans un État interne ici, je veux dire un État national où là il y a des forces de l'ordre qui peuvent obliger une personne à comparaître. Ici ce n'est pas le cas, nous sommes encore dans une situation malgré tout qui est une forme de situation d'anarchie internationale. Il faut bien se rendre compte, il ne faut pas, je dirais, considérer les relations internationales comme étant tout à fait comparables à la situation des relations au sein d'un État. J'aimerais qu'on évoque Al Jazeera, le réseau Al Jazeera, la chaîne de télévision où Shireen travaillait.
elle a aussi engagé une enquête. Est-ce que vous travaillez ensemble, Monsieur Atiyeh? Je pense que nous avons communiqué notre enquête, l'enquête qu'a menée l'autorité palestinienne à Al Jazeera et aux autorités américaines, puisque Shirin était de nationalité américaine. Donc l'enquête officielle palestinienne est à disposition d'Al Jazeera et qu'Al Jazeera, sur base de cette enquête et d'autres éléments dont nous, on ne dispose pas, ont été communiqués au tribunal pénal international. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs, je dirais, l'autorité palestinienne a communiqué avec le tribunal pénal international qui doit prendre ses responsabilités et mener une enquête. C'est quand même extrêmement choquant que la Palestine a été reconnue depuis 2015, comme le professeur David l'a mentionné, comme il y a des crimes de guerre qui sont extrêmement clairs. Il faudra simplement regarder les colonies israéliennes dans les territoires occupés, le transfert de la population israélienne dans les territoires occupés, les prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes pour arriver à la conclusion que oui, il y a des crimes de guerre. Et pourquoi est-ce que le tribunal pénal international hésite aujourd'hui d'ouvrir une enquête? C'est parce qu'il y a certains pays membres de cette institution dans laquelle on se trouve, malheureusement, qui mènent une guerre contre le tribunal pénal international pour la dissuader d'ouvrir une enquête en Palestine. Ces mêmes pays vont pousser le tribunal pénal international à ouvrir des enquêtes pour ce qui se passe en Ukraine, mais quand on parle de la situation en Palestine, malheureusement, certains pays membres de l'Union européenne se mettent fortement en défense de l'État d'Israël. Et c'est ça ce qui fait qu'Israël va se permettre de commettre davantage de crimes. Monsieur Bojanga, jeudi dernier, la représentante du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a rappelé que ce n'était pas, et M. Atiyeh l'a dit aussi, ce n'était pas la première fois que les soldats israéliens assassinent un ou une journaliste en Palestine. Elle a avancé le chiffre de 40. Monsieur Atiyeh, il vient de dire que depuis, il y en a 55 journalistes palestiniens qui ont été assassinés par les forces israéliennes depuis 12 ans, selon donc la représentante du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. À quand la fin de ces crimes impunis? Je pense qu'il y a un rapport qui est sorti hier. La base du problème, c'est l'occupation, la colonisation illégale. Ça, je pense que c'est tout à fait clair, c'est pas nouveau. D'ailleurs, quand on parle de droit international, la première violation du droit international, c'est cette occupation, cette colonisation illégale, dont aujourd'hui, on parle d'apartheid. Donc c'est un mot fort dont les organisations sur place parlent déjà depuis longtemps, mais qui aujourd'hui est repris par des grandes ONG, associations internationales, Human Rights Watch, Amnesty International. Et donc il faut mettre fin, soyons très clairs, à cette colonisation illégale et au régime de l'apartheid. Et pour ça, moi je suis convaincu que la seule façon d'y arriver, c'est effectivement mettre une pression. Vous voyez, quand il y a eu la première fois qu'on a commencé à parler d'une enquête par la Cour pénale internationale, Netanyahou à l'époque a été très clair en disant « nous n'allons pas collaborer ». On n'a pas coopéré avec cette cour pénale. Bon, très bien. À un certain moment, il faut quand même dire, basta, il y a eu autant de crimes, autant de résolutions des Nations Unies violées. Nous le voyons dans d'autres cas, quand il y a une résolution des Nations Unies qui est violée, quand la Charte des Nations Unies est violée, tout le monde dit, on ne peut pas laisser passer. Par exemple, l'invasion russe de l'Ukraine est une violation de la Charte des Nations Unies et l'Union européenne réagit de manière extrêmement forte. Il y a d'autres cas qu'on pourrait citer. Aujourd'hui, osons finalement arrêter cette hypocrisie, ce deux poids deux mesures, où à Israël on permet tout et n'importe quoi, que ce soit l'assassinat des journalistes, que ce soit la colonisation des gens qui sont chassés de leur maison, des enfants qui sont emprisonnés, des détentions administratives sans procès. Et disons, voilà, on prend ça au sérieux et nous prenons des sanctions. Et je trouve que vraiment la première mesure que l'Union européenne peut prendre, c'est suspendre cet accord d'association. C'est quand même assez clair qu'il y a une contradiction entre la réalité sur le terrain et l'accord 2 de cet accord d'association. Alors suspendons-la. Effectivement, là j'étais en désaccord avec Mme Metsola, présidente du Parlement européen, qui fait un discours devant le Parlement israélien et qui parle de valeurs communes. Or pour moi, l'apartheid, la colonisation, ce n'est pas mes valeurs. C'est très clair. Et donc agissons maintenant finalement par rapport à, effectivement, le dialogue n'a pas manqué, hein, les processus de paix, les dialogues, etc. pendant des décennies. On voit aujourd'hui, il faut prendre des sanctions.
Vous partagez le même avis, Madame Ah oui, Yenbou? complètement. Et puis on voit de toute façon que ça se durcit, notamment avec le nouveau gouvernement, encore plus, où aujourd'hui, même les Israéliens qui critiquent ce qui se passe en Palestine, aujourd'hui sont taxés de terroristes, voire d'antisémites. C'est quand même incroyable. Donc il y a des lois qui se durcissent pour qu'on ne puisse plus du tout faire une critique de l'État israélien. Et pour revenir juste 30 secondes sur l'affaire de l'enquête, est-ce que ça nous viendrait à l'idée, 30 secondes après la fin de la guerre de l'Ukraine, de demander aux Russes de faire l'enquête? Non. Alors pourquoi est-ce que là, on attend que ce soit Israël qui mène cette enquête? Est-ce qu'on donnerait les preuves à la Russie, comme l'a demandé Israël? Au départ, ils ont demandé la balle, avant même de parler d'enquête commune. Ils ont demandé, est-ce que ça nous viendrait à l'esprit de leur donner ces documents? Ben, évidemment non. Alors pourquoi aujourd'hui, là, sur Israël et Palestine, on trouve ça incroyable que la Palestine refuserait une enquête commune? Ce sont ces deux poids, deux mesures, professeur, qui exacerbent le monde juste. Vous en pensez quoi, vous? Je ne peux malheureusement que confirmer effectivement cette situation dramatique que l'on observe, je dirais, à bien des points de vue dans toutes les situations internationales. C'est vrai qu'actuellement, l'Ukraine est sous les feux d'actualité, mais enfin, vous savez, il se passe des choses presque aussi horribles en Afrique actuellement, et dont on ne dit pas grand-chose, du moins les médias ne disent pas grand-chose. Hein, et c'est vrai qu'il y a là, effectivement, ce phénomène du double standard, qui est hélas un phénomène récurrent et peut-être, je dirais, un peu inévitable dans la société humaine. C'est pas pour ça qu'il faut évidemment l'accepter, il faut lutter contre cela. Hein, et même si c'est un peu paraître naïf d'agiter le flambeau des droits humains, il faut y croire, toujours y croire. C'est ce que je dis toujours, même quand je perds au tennis. Une dernière question à Adel Atiyeh, et puis on va faire un dernier tour de plateau et on va conclure parce qu'on n'a vraiment plus le temps. Une bête question, comme dirait un Belge. C'est la plus intéressante, certainement. À quoi servent les casques et les gilets pare-balles s'ils ne protègent pas les journalistes de la mort? Eh bien, Israël, c'est le seul endroit au monde où ces gilets pare-balles et des casques qui ne servent à rien pour protéger. Lorsque vous avez un sniper qui peut viser derrière l'oreille d'une personne qui porte un casque et qui porte un gilet pare-balles, c'est le seul endroit au monde. Ça se passe en Israël, c'est les snipers israéliens avec les fusils israéliens. Alors que ce matériel est fourni aux journalistes pour les protéger. C'est une chose qui se passe nulle part ailleurs et encore moins la réaction, encore une fois, timide de la communauté internationale qui encourage à Israël de continuer de commettre ces crimes. Madame Yenbou a mentionné le travail au Parlement et les difficultés d'obtenir une résolution. Pourquoi est-ce qu'il est difficile au Parlement européen d'obtenir une résolution sur base des éléments dont on dispose et condamner ces crimes et exiger des mesures, des sanctions contre l'État d'Israël? C'est quand même extraordinaire. L'Union européenne a adopté le mois de décembre 2020 un instrument de protection, ça s'appelle l'instrument global européen pour la protection des droits de l'homme. Cet instrument a été appliqué, imposé de sanctions contre des dirigeants un peu partout dans le monde et à la tête de quel contre les dirigeants russes. On peut quand même l'activer et l'appliquer dans la situation d'Israël, puisqu'Israël est un associé très proche de l'Europe. Un dernier mot, Marc Botenga. Un dernier mot, qu'il faut continuer à se mobiliser, soyons clairs, parce que ce n'est que par la pression. Donc il faut savoir la situation dans laquelle nous sommes. Il y a une situation terrible sur le terrain en Palestine qui s'empire et ce n'est que par la mobilisation là-bas évidemment, mais aussi ici, au sein des institutions, mais en dehors des associations, en dehors des institutions, toutes ces associations. Et je veux vraiment porter mon soutien à toutes ces associations qui se battent pour la justice, pour justement mettre la pression et faire que l'équilibre et le rapport de force changent. Salima Yenbou. Alors moi, évidemment, je continue à me battre, notamment parce qu'il y a 2 semaines, je devais être en Palestine et que la délégation
Palestine a été empêché d'aller, puisqu'Israël a refusé l'entrée à un de nos collègues, dont je ne partage pas forcément les prises de position, mais en tant que député européen, il représentait le Parlement européen, et ça c'est inacceptable. Donc je continue à me battre, et je me bats aussi sur un autre point, notamment Erasmus+, puisque Israël ferme les entrées en Palestine, donc ferme les échanges entre l'Europe et les étudiants palestiniens. Professeur? Moi, je voudrais simplement rappeler cette maxime célèbre de Pascal qui dit que la force sans le droit est injuste et inique. Le droit sans la force est faible. Il faut nous faire en sorte que la force soit mise au côté du droit, au profit du droit, pour que celui-ci puisse véritablement s'appliquer. Monsieur l'ambassadeur, très rapidement. Alors, très rapidement, moi je voudrais dire, si Israël n'est pas, si on ne porte pas Israël responsable de ces crimes, il faut arrêter d'appliquer cette politique de deux poids, de deux mesures lorsqu'il s'agit d'Israël, que l'Union européenne est complètement intimidée. Il faut arrêter de traiter avec Israël comme un État au-dessus du droit international. Et il faut appliquer les principes de droit européen, de droit international, et les traduire dans nos relations avec l'État d'Israël. Il faut imposer des sanctions contre la puissance occupante qui a occupé ces territoires depuis 57 ans. Et tant que cette situation, tant que cette occupation n'a pas un prix sur le plan économique, commercial et moral, je crains fort que les Palestiniens vont rencontrer des jours plus durs. Je voudrais conclure par la lecture d'un petit extrait d'un article de presse du quotidien Le Temps, pas Le Temps suisse malheureusement, mais Le Temps tunisien, que Chérine Abou Akleh ait été juive, musulmane ou chrétienne, importe peu. Pardon. Ce qui importe, ce qui est essentiel, ce qu'il faudra retenir, c'est sa dimension humaine, son courage professionnel et son héroïsme, qui était pour elle un héroïsme ordinaire, puisqu'elle le pratiquait tous les jours au péril de sa vie dans cette Cisjordanie crucifiée, parce qu'elle n'envisageait pas autrement son métier de journaliste, et quand bien même elle savait qu'elle était dans la ligne de mire de ceux qui l'ont assassinée, elle n'a pas failli à sa mission, elle en a payé le prix cher. Qu'elle repose en paix, que les autres 55 journalistes palestiniens tués par les soldats israéliens ces 12 dernières années reposent en paix, et que les autres très nombreux journalistes tués partout dans le monde reposent aussi en paix. Et j'invite les téléspectateurs à se rendre sur le site de nos confrères de la FIJ, la Fédération internationale des journalistes, pour retrouver la longue liste des journalistes assassinés de par le monde. Cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. À très vite. Au revoir.